Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Frey, je suis le directeur du développement d'Evitech. Donc il est venu ici, quand Guillaume nous a dit que vous aviez des zones de locaux ou des espaces comme ce soit, nous on essaye d'accueillir des fois le Jules, des fois des codes répliques un petit peu. L'idée c'est que dans l'école, ce soit lieu de rencontre entre des professionnels, des technos et des étudiants. Qui peuvent peut-être découvrir des choses, qui peuvent rencontrer des gens qui vont travailler sur des technos intéressantes, etc. Donc ça soit un petit peu un point de rencontre aussi là-dessus. Donc c'est complètement dans cet esprit-là. On verra si ça vous intéresse, si vous vous sentez bien là, que ça vous intéresse après de revenir pour l'an prochain ici. Il y aura plus d'étudiants, ils sont la plupart en stage ou à l'étranger, donc après il y a quand même plus d'étudiants. Voilà. Je vous embête pas plus, je vais devoir partir par contre parce que ma femme ne supporte plus que je reste tard à des confs. Donc pour petite taille technique, je vais fermer là devant, ne vous affolez pas. Il y a la sortie, après l'école est à vous jusqu'à l'heure où vous voulez. Vous avez la sortie qui est de l'autre côté derrière l'école, la sortie des étudiants. Donc restez tant que vous avez besoin, profitez un petit peu de l'infrastructure et tout, et puis je pense qu'on aura quand même se revoir demain. Merci à toi. Bon, on n'a pas de micro, donc j'essaie de parler fort. Si vous ne m'entendez pas, vous le dites. Ça va là? Ça va. Ok. Je m'assois là, Qu'est-ce que t'as dit? j'ai dit que je suis pas mal. Bon, bah, bienvenue au MUG 12, le dernier de l'année. Je pense que la fois prochaine, il y en avait un prévu le 25 juillet, mais je pense qu'on va le transformer en apéro ou quelque chose pour fêter. On va éviter d'embêter Evitech jusqu'à ce qu'on choisisse un lieu définitivement. Par contre, on ne peut pas faire un autre 13. Ça porte malheur. Donc voilà, ça se tombe bien. C'est prévu. Donc lors du jour, news. Donc pas beaucoup de news, parce qu'il y a eu des petits bouleversements. J'ai cherché d'autres trucs au lieu de faire des news. Donc si vous en avez, vous avez des trucs à partager, vous levez, vous mettez stand-up. Après, il y a Emmanuel qui nous parle marketing. Je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Après une pause, parce qu'il fait chaud là, donc je pense qu'on sera content d'aller de l'autre côté, soit faire le tour pour prendre à boire dehors, ou soit boire de l'eau, il y a de l'eau là je crois. Et après, il y avait l'Asset Store, il y avait Stéphane qui devait parler de l'Asset Store, mais ce soir il ne pourra pas être là, donc il y aura Bibi, moi, qui vous parlerait de dessous de Petrobot. Donc c'est pas interdit moins de 18 ans, c'est juste comment on a utilisé l'outil pour faire Petrobot et Petrobot. Donc, niveau news, je pense que vous avez compris que Kaolia, mardi 9 juillet, a décédé. Donc, en fait, ils sont en liquidation, et du moment où ils sont en liquidation, on ne peut plus accéder à la salle. Donc, même si j'ai les clés, je pense que peut-être ce soir c'était libre, on aurait pu y aller en squattant, mais c'est pas légal. Donc, c'est fini pour le moment. Donc, peut-être qu'il y aura un repreneur, je ne sais pas ce que deviendra l'espace là-bas. Après, merci les gens d'Epitech de nous accueillir. On a pas mal d'autres qui sont proposés pour héberger d'urgence ce dernier MUG de l'année, notamment Coworking et IDAT. Donc IDAT c'est un peu loin, mais t'aurais été à côté David. C'est blasé quand même. Et Coworking c'est un espace de coworking qui est pas très loin d'ici, mais ils n'ont pas de vidéoprojecteur, ils ont une grande salle et des choses comme ça, mais on aurait pu le faire à la limite ici. IDAT, c'est quoi? IDAT, bah David t'en parlera mieux. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est un organisme qui en gros ils font des recherches sur les tendances dans les nouvelles technologies. Donc ils ont une branche de vidéo. Et genre ils disent est-ce que le free-to-play c'est l'avenir du jeu vidéo. Donc ils vont faire des études de marché. Et après ils vendent ces études de marché à des mecs qui voudraient faire du free-to-play et voir les rapports. Est-ce que ça vaut le coup de faire une étude de marché pour les gens, que les gens la fassent eux-mêmes. Ils font ça un peu poussé au niveau international, ils ont des relations. Ils font le DigiWorld Summit une fois par an en novembre au Quorum. Où il y a des pros qui viennent faire des keynotes, des trucs comme ça. Et c'est juste avant le Montpellier In-Game. Donc cette année c'est pareil, c'est avant le Montpellier In-Game, il y aura le DigiWorld Summit pour les pros. En novembre? Ouais, je crois que c'est novembre, je suis pas sûr, je sais plus quand et demi, mais c'est juste les 2 jours avant. Donc ils font ça, ils vendent du papier, utilisent des arts. Mais des arts électroniques. Après en news, il y a la Jam Funky Tour, c'est génial, le nouveau logo. Donc il y a le baptême du jeu, je ne sais pas si vous voulez venir en parler maintenant. Terre à jamais. Ouais. Donc ils vont vous expliquer la Funky Tour. Ce qui
c'est, quoi, comment? Alors, bonjour. Baptême du jeu, c'est nous trois, plus notre gars qui est shoot, et donc il n'est pas là. On organise essentiellement des game jams, donc je vois beaucoup de nouvelles têtes, donc c'est pas mal pour vous là. En fait, c'est créer des jeux, souvent en 48 heures, et donc en fait on se rassemble et on crée des jeux en 48 heures, des fois autour d'un thème. Donc là, par exemple, le 19 juillet, on propose 5 features, 48 heures pour créer un jeu vidéo multijoueur. Donc ça, c'est une jam spécifique Baptême du jeu. Il y en a d'autres aussi, comme la Global Game Jam et les Univers, qu'on organise des rassemblements aussi. Voilà. William a envie de parler. Je parlais de piloter non plus, mais oui, c'est vendredi, pas prochain, mais après. C'est au coworking, pas loin d'ici. C'est pendant tout le week-end, jeu multijoueur. Le week-end d'après, donc le 26, on va organiser au Triskel une soirée où on va jouer au jeu parce qu'on a pu constater qu'au jam, à la fin, on est crevé, donc on ne peut pas vraiment tester, moins pas en profiter. Donc là, on va vraiment en profiter, jouer les jeux des uns des autres et s'amuser un peu. Donc voilà, venez faire des jeux multijoueurs avec nous. Ah oui, c'est 10 €, mais toute la nourriture est fournie. Donc vous avez déjà mangé tout un week-end pour 10 €. Et j'ai déjà fait des jams avec Baptême du jeu. Et... Ah oui, on mange bien, nous. Ouais. C'est ça, le efficace. Et donc, du coup, il y a des inscriptions en ligne. Là, le lien est peut-être pas forcément très lisible. Mais, De toute façon, je vous renverrai le slide. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, comme ça on sait combien de gens qui viennent, comme ça on sait combien de pâtes acheter. Voilà. Il n'y a pas que des pâtes. Pas que des pâtes, pas que des pâtes même. Même les pâtes. Encore dans le jeu. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Cathy, t'es là pour faire un jeu. Ouais, les jams. Je suis membre parce que Ensuite, il y a la deuxième réunion de la région. Il y a demain, c'est demain, je crois. Demain. Il y a la nouvelle élection du bureau de Pixelaire, qui est une association qui fédère, je pense qu'on parlera mieux que moi, le jeu vidéo et le numérique en général en monopoussière. Donc, ils élisent un nouveau bureau, mais qui dit nouveau bureau dit nouveau président. Et il y a David qui se présente. Donc le problème, pour pouvoir voter pour David, c'est pas comme à la Starac, il ne faut pas envoyer un SMS. Il faut aller adhérer à Pixelaire, qui est une association. Donc pour adhérer à Pixelaire, il faut être au moins une entreprise, je crois. Une assoce. Une assoce. Donc c'est pas que les mecs qui votent pour la Starac qui peuvent. Et donc c'est demain. Et il va essayer de redorer le blason du jeu vidéo qui a été un peu perdu, on va dire. Parce qu'à la base, l'association a été créée pour fédérer le jeu vidéo principalement. Puis après, ça s'est dérivé un peu en numérique. Et puis après, le jeu vidéo s'est dilué. Et au final, il n'y a plus trop de jeux vidéo. Mais, avec David, si tu veux venir parler, j'amène tes slides. T'as des messages? Ouais. C'est marrant le Blockbook, je sais pas, c'est le blog d'Atmoteur qui te fait écrire ça. C'est Blackbook. Ouais, mais c'est ma dyslexie. c'est un blog Slexi. Ah, Tu fais des slides. Tu fais des slides mieux que moi. On m'aide. Hop. Hop. Donc, je te laisse. Parlez bien fort. Ouais. Ouais. Après, c'est sous clavier ou pas? C'est tous les claviers même. Donc Pixelaire, Guillaume a bien décrit le truc. Je suis seul candidat à la présidence, donc ça devrait bien se passer. Sauf si j'y vais pas, éventuellement. Ouais, mais moi j'ai regardé Game of Thrones, mais ça se passe des trucs. Donc, Tu vas faire un score de Donc ça, là c'était Pixelaire, et là c'est le nouveau Pixelaire. C'est un pitch par l'intérieur. Donc l'idée c'est... ça va bien passer les slides en fait. L'idée c'est de découper Pixelaire en plusieurs morceaux. Et notamment, donc, on va appeler ça des collèges, et il y aura un collège jeux vidéo. Donc ça sera l'activité Pixelaire jeux vidéo. Comme ça, comme Pixelaire au début en fait a été créé par des gens de jeux vidéo, on va pouvoir réintéresser, il y a pas mal de gens qui vont se rallier à la cause du collège jeux vidéo, parce qu'on s'y identifie mieux, puis on va parrainer tous les événements qui ont déjà été créés, en créer des nouveaux. On va simplifier un peu tout. Donc les collèges c'est jeux vidéo, après il y a l'audiovisuel, ceux qui font des reportages, qui filment, qui font de la 3D, juste comme ça. Il y a le serious gaming, il y a Naturalpad, Image Game, il y a Genius, enfin toutes ces des boîtes qui font du... ouais. Non, il n'y a pas de Genius. Après il y a les formations de toutes les écoles, et après tous les prestataires techniques qui peuvent
travailler pour toutes les entreprises des autres collèges en fait. Donc on peut être dans 2 collèges à la fois, on fait du serious et du jeu vidéo. Mais par exemple, il y a des boîtes les mecs qui font du son, les infographistes, il suffit d'être indépendant, d'avoir un statut auto-entrepreneur ou indépendant de quoi pour adhérer et du coup pouvoir bénéficier du réseau et des actions, des événements. Donc quand je dis simplifier, voilà, on va faire des événements, reprendre les événements existants, les parrainer et financer un petit peu pour aider les événements du jeu vidéo et des autres collèges, mais là on parle du jeu vidéo ce soir. Ensuite on va faire l'actu du jeu vidéo de la région, donc de Roussillon. On va essayer de centraliser toute l'actu des studios de jeux vidéo de la région. On va faire un black book de toutes les compétences jeux vidéo de la région avec tous les adhérents, tous les prestataires, tous les studios, les références, etc. en français et en anglais et qui sera distribué sur les événements et sur les salons internationaux pour faire connaître un petit peu Allez Bécard, je recommence du début. Alors, c'est vert, c'est bien. Et ensuite, continuer toutes les actions de réseau, de partage de locaux, de matos, d'expériences et de carnet d'adresses entre les adhérents et les partenaires des adhérents. L'avantage, c'est que comme on est une assoce, qu'on est un peu financé par l'aglo, la région, tout ça, on a des contacts aussi un peu politiques. On peut essayer d'avoir des noms, des rendez-vous pour des adhérents qui ont besoin d'accéder à une personne, à quelqu'un qui s'ils écrivaient en leur nom. Voilà. Donc par exemple, on est en discussion, je suis en discussion moi avec la Panacée pour pouvoir utiliser la Panacée pour des événements liés aux jeux vidéo, des expos, des jams a priori c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas assez de chaises et tout ça. Mais bon, ils en ont dit. Des chaises. Ouais, ils n'ont pas de salle avec des tables et des chaises et tout ça. Pareil que piscine, ça. Peut-être que du coup, sous l'influence de ce genre de demande, à la fin de l'année, ils mettront en place ça parce qu'il leur reste quelques salles à construire. Et pour l'instant, ils n'ont pas. Par contre, ils ont un auditorium, par exemple, donc on peut utiliser. Dans l'auditorium, les gens ne s'assoient pas. C'est un amphi. Et tu peux pas. Oui, mais t'as pas de bureau. Tu vois, c'est juste comme une salle de ciné, quoi. Bah, j'avais repris, donc ça a déjà été fait, mais j'avais repris un petit peu les événements jeux vidéo à venir pour la fin de l'année. Le Folklore Box, on n'en a pas parlé. Ça n'a pas encore un titre officiel. J'aime bien. Mais ça donne l'idée. Ouais, moi j'aime bien aussi, mais bon, il faut demander à William. Si tout le monde aime bien le titre, on garde le titre. Qui vote pour Folklore Box? Ah, c'est toujours bien. Moi je trouve que c'est pas mal. Bon, voilà. Donc, C'est marrant, il y a Kavinsky qui vient de sortir un jeu vidéo entière. Sur mon côté. il s'appelle comment? Kavinsky. C'est un fait mégalo. Il reprend ses Un peu dans les 80, tout ça. Ah oui. C'est un peu simpliste, mais des problèmes. Et ça, c'est quoi leur truc pour eux? C'est des soirées que j'en parle ou David? Ouais, c'est une soirée où ils vont mélanger en fait la musique indé avec les jeux indés. Comme ça, c'est que des indés. Et donc, en gros, on écoute de la musique, ils font venir des artistes de la musique indé, DJ indé, etc. Et on joue à des jeux indés sélectionnés en fonction d'un thème en rapport avec la soirée. Et ils sont projetés ou on joue en même temps. Et c'est dans un lieu plutôt convivial comme le Circus, hein, t'avais. On a regardé le Circus, on a parlé au Black Sheep, au Sound Station. Donc on a plusieurs, mais là, après, ouais, les Circus, ils sont plutôt positifs. Mais voilà, c'est sympa de faire des événements qui sont autour des jeux, quoi, plutôt qu'autour du marché, des trucs professionnels, des trucs qui sont parfois un peu chiants. Et autour des gamers, on a aussi une rétro game jam dont j'ai eu l'idée et qui va être organisée dans le cadre du DigiWorld. C'est faire des jeux en 36 heures par équipe de 1, 2, 3. Avec des contraintes, le type de contraintes qu'on pouvait avoir quand on développait sur NES ou sur Spectrum, choses comme ça, du genre faire entrer tous ces sprites dans une matrice de 64 par 64 pixels. Donc du coup on est un peu obligé de se casser la tête et de penser au gameplay plutôt que de mettre plein de trucs et de remplir le jeu de graphes et de level. On doit penser au gameplay et simplifier à mort, en plus la durée est courte. On pourra avoir des palettes de couleurs qui seront imposées, des choses comme ça.
Et donc c'est pendant le DigiWorld, on cherche le lieu. C'était Cahuenga, mais on m'a dit Cahuenga peut-être ça sera réouvert et ça sera. Ouais. Mais pas par Cahuenga. Mais il ferait des événements aussi, une espèce de cantine. Et donc c'est pendant les 2 premiers jours du DigiWorld, avec les jeux seront jouables et pendant 48 heures après la fin de la Game Jam, et critiqués et jugés pour la fin du DigiWorld. On a aussi des trucs beaucoup plus encore terre à terre, les gamers, comme Naturalpad qui va essayer d'organiser des événements autour de StarCraft 2 sur Montpellier, en faisant venir des champions et en faisant des tournois, avec des spectateurs et tout. La sauce, Guillaume l'a dit, il y a une adhésion, on peut être une SARL, un indépendant, une assoce. Et moi, si tout se passe bien, j'essaierai de simplifier aussi l'accès à certaines ressources de la sauce pour les étudiants ou les sociétés en devenir. Moi, je veux bien être partenaire filière en fait. Ouais. Pareil. Ouais. C'est la partenaire. Donc pour les sociétés qui sont immatriculées dans le département, dans la région. Ben, c'est le cluster des entreprises du Languedoc-Roussillon. Donc, Tu es aussi payant. Sinon, ce serait PixFR. Non, pardon. les PixLR est membre du SNJV et a un siège au conseil d'administration du SNJV. N'avait plus, mais va réavoir. Voilà. Avec moi, ils veulent bien. C'est Game of Thrones quand même. C'est un peu Game of Thrones. Toi, t'es quoi? T'es un star? En fait, tous les stars, tous tes opposants, ils sont, voilà, ils ont disparu, une sorte de mystérieux serpent. Voilà. Et donc demain, il y a l'AG et suivi d'une réunion de présentation des actions, tout ça, qui sera encore plus ou moins sous l'égide des anciens PIX. Mais j'ai préparé des slides, notamment ces slides-là. J'enlève l'alien du début. Et donc, vous pouvez venir, c'est à Cap Oméga, c'est dans la maison du numérique, la nouvelle maison du numérique, qui est en fait une petite pièce avec 2 canapés. C'est super utile pour le numérique. Mais bon, on y va parce que ça fait bien d'aller aussi. Donc voilà, ça montre le slide que j'enlève. Donc voilà, c'est tout. Ah, ok. Bon, bah demain, un break sur 7. À demain. Donc, je continue avec les news. Il y a des soldes Steam qui ont commencé. Donc je fais de la promo, hein, je fais ce que je peux. Ça a déjà commencé, juste une petite question. Ouais. Je vais sûrement filmer un petit peu pour Gamecult, pour faire un partage sur ces gens-là et sur le mug en général, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être à l'image. Au cas où, je demande. Ça, c'est un journalisme total. Ah, c'est génial. Acceptation totale. Merci. Okay. Donc il y a les soldes Steam et il y a Black Lives Matter à 75% normalement, on a bien joué. Avec des trading cards. Donc si vous voulez collectionner des cartes, 6 cartes. 6 cartes. Ça tient même pas sur le nom. 6 cartes. Ah, mais 6 cartes, ouais. Et du coup, bon, on va voir, normalement ils sont censés mettre en avant les jeux qui vendaient ça. Les trading cards, on a pleuré, on a dit pas de bundle, machin. Non. C'est trop pourri. Bon, on va faire des trucs avec les Steam Trading Cards. Hein. Donc on verra, parce que là je vous en avais parlé des Trading Cards, là c'est des courbes de vente de Black Matter, juste avec les cartes, le fait qu'on a intégré les cartes. Donc ça c'était premier jour. Donc mec. Après ça stabilise, c'était à peu près les ventes qu'on avait 6 mois après le lancement du jeu. Pareil. Après il y a le 4 juillet aux États-Unis. Indépendance Day. Donc les mecs ils partent en week-end et rien à foutre. Là ça remonte timidement, donc mon expert, on va remonter au sol. Bon le jeu il est vieux, hein, mais ça fait toujours plaisir de voir quelques dollars. Donc ça c'est les ventes du jeu, mais on n'a pas eu les chiffres pour les ventes des cartes, parce que normalement on est censé avoir 10% sur les transactions quand on achète des cartes à collectionner entre joueurs, parce qu'il y a un marché. Si vous avez suivi les mugs précédents, vous comprenez, sinon vous ne comprenez rien. Et je vous passerai les liens. Parce que je ne vais pas la refaire à chaque fois, je parle de fanboy Naval. Donc ouais, il y a Gabe, il va niquer tous les prix là, pendant les 2 prochaines semaines.
Ça, en 2 semaines, je crois. 2 semaines, oui, enfin, c'est du monde de Ouais, je pense que j'ai vu la qui tue. mais c'est pas grave, t'achètes des jeux. Parce que t'auras des badges, parce que quand t'auras 200 plus jeux, t'auras un badge, t'auras 200 plus jeux. On s'en fout qu'il y ait joué ou pas. D'accord? J'achète le truc. Ouais, ils monétisent, enfin, ils badge, ils te donnent une récompense quand t'as 100 plus de jeux, 200 plus de jeux, 300 plus de jeux. C'est marketing. Market le Steam lui-même. Et en parlant de marketing, transition au combien. Donc ouais, je t'ai mis ça, là, le main marketing, je sais pas si ça te va. Tu vas nous parler. Tu vas nous parler. Donc est-ce que les CEO pensent ce que tu fais? C'est ça? Il y a même ma photo qui est là. Ah, il y a ta photo là, ouais. J'ai voulu la mettre dedans, mais j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, donc, Emmanuel va nous parler un peu de marketing et vous pouvez rebondir à tout moment. Parce qu'on a égalité de micro là, tout le monde a la même portée. Donc je sais qu'il y en a qui, notamment les deux marketeurs, les henchmen, les deux nouveaux marketeurs qui sont maintenant ils sont encore plus profonds. Il y a Anthony et Mathieu. Il y a Anthony et Mathieu qui font du marketing ou de la communication, ou de la relation pour henchmen. Donc vous pouvez leur revenir aussi et on va voir comment ça va. En tout cas, je te laisse la parole. Hop. Hop. Et après ça, il y aura la pause. Donc on pourra aller prendre l'air parce que j'ai l'impression que vous êtes bien. Et après, on parlera de protocole et c'est un peu plus technique et écrit. Je savais que ça allait me faire. Ouais. Bon alors le but c'est pas de faire quelque chose de trop compliqué, hein. C'est vraiment parler des bases de mon métier, mais j'ai travaillé 6 ans donc je vais pas tout parler de tout. Donc voilà, je sais que vous faites beaucoup dans la technique en fait, dans les jeux vidéo pour la plupart d'entre vous. Et après il y a des équipes qui se chargent d'essayer de vendre les jeux. Donc alors moi, mon métier c'est, j'ai travaillé sur le marketing online principalement, sur les sites de jeux vidéo, comme pour acheter de l'espace publicitaire, pour le mettre en place, j'ai fait beaucoup de métiers, je vais expliquer un petit peu par la suite. Donc mon métier c'est trouver les bons supports pour communiquer autour d'un jeu, parce que communiquer sur un Portal ou sur Zelda, c'est pas les mêmes supports, c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes personnes. Donc mon métier c'est bien identifier les cibles et payer le moins cher possible pour communiquer. Donc négocier les prix, suivre les résultats, les améliorer et pour faire des campagnes suivantes, améliorer l'outil. Voilà, alors j'ai fait pas mal de sociétés, j'ai travaillé chez Avax Media. Parmi mes clients pour lesquels je m'occupais, il y avait Blizzard pour World of Warcraft. Et Vivendi Games, j'ai un peu travaillé sur Jason Bourne, Ghostbusters, un jeu qui n'est jamais sorti. Et voilà. Après, j'ai travaillé aussi pour la Française des Jeux, Carrefour, ING, qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Mais bon, chez Avax Media, on est un peu multicarte. J'ai rejoint Monte Cristo Games, à mon grand malheur. Ça n'a pas duré. Qui a sorti le jeu Cities XL, qui a fait faillite, qui m'a licencié bien avant de faire faillite, mais bon, c'est une histoire personnelle. Ouais, tu as la caméra, tu peux t'exprimer. Voilà, j'ai la caméra, désolé. Message. Après Monte Cristo Games, j'ai rejoint une régie publicitaire, Freezone, qui gère l'espace publicitaire de sites que vous devez connaître comme Gameblog, Jeux Online pour les plus gros, des sites un peu plus petits comme localement Factor News, un gage de Nîmes. Quelques sites manga également, et donc le but de cette société c'est de vendre l'espace publicitaire de ces sites et auprès d'éditeurs de jeux vidéo, tout éditeur de jeux vidéo. Donc mon métier c'était mettre en place des campagnes publicitaires, suivre, améliorer les résultats, et j'étais en contact avec l'ensemble des gens de ces sites-là pour répondre à leurs questions, pour les garder au sein de Freezone et pour les aider aussi à développer leur audience, pour mieux placer leur publicité.
Et après Freezone, j'ai rejoint pour une courte période Peoleo, qui est une société de communication qui a lancé le jeu Drakers Confrontation. Ceux qui sont venus au Montpellier Game le dernier, ils m'ont vu avec un magnifique t-shirt présenter le jeu. Un jeu de cartes en réalité augmentée où on joue devant une caméra, on déplace la carte devant la caméra et ça se joue après à l'écran. Voilà, je passe sur les raisons pour lesquelles j'ai quitté la société et comme j'ai perdu mon emploi, je suis descendu dans ma région d'origine qui est Nîmes et donc plutôt que de chercher sur Paris, je cherche dans la région. Alors, à quoi sert le marketing en version très simplifiée? Évidemment, l'objectif c'est de vendre des jeux. Excuse-moi, tu peux parler plus fort? Oui. En fait, les fins des phrases aussi. J'ai un problème de caméra et de fin de phrase. Non, Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu pouvais mettre un message à la télé. Ça sera diffusé sur YouTube, Internet. Voilà, Je crois que tu mets tes vidéos en privé. Il n'y a pas besoin de parler dans la caméra, c'est Yannick qu'il faut. Tu fais pas l'amour à la caméra. Ici, à table. Donc le but du marketing c'est de faire parler du jeu. Il y a en gros deux sections. Il y a la publicité dite gratuite où on va essayer de faire parler d'un jeu par la presse, par les différents médias qui vont pas coûter d'argent directement. C'est plutôt le rôle des RP, c'est des relations presse. Ils vont contacter toutes les personnes qui peuvent relayer le message comme quoi le jeu il va sortir, le jeu il est super bien, voici des nouvelles images du jeu, des nouvelles vidéos. Et donc j'ai mis gratuite entre guillemets parce que ça coûte quand même très cher de faire parler gratuitement d'un jeu. Et il y a les chefs de produits qui s'occupent plus encore pour simplifier, de l'achat d'espaces publicitaires qui sont là pour identifier les cibles, identifier les supports de communication, faire la répartition des budgets et dépenser l'argent. Donc ça sert, le marketing aussi, ça peut être améliorer les résultats dans un jeu. Ça s'applique plus sur des jeux où on va payer par la suite. Sur un free-to-play, comment amener un joueur à payer, à dépenser de l'argent alors qu'il joue. Comment l'amener à acheter des skins sur League of Legends, comment l'amener à... Voilà, c'est aussi étudier in-game quelle est la progression du joueur, comment faire en sorte qu'il passe à la caisse le plus souvent possible ou enfin qu'il dépense le plus possible. Les espaces publicitaires. Alors moi je me suis occupé surtout du online, mais donc il y a les espaces plutôt classiques pour communiquer, il y a la presse papier, la radio, la télévision, les affichages publics comme dans le métro, les grands panneaux d'affichage. Il y a aussi sur le lieu de vente, quand on va dans un Games, j'allais dire, on ne va plus dans un Games, à la FNAC, où voilà, il y a des panneaux pour faire la publicité de tel ou tel jeu, surtout les grosses sorties, au moment de l'approche de la sortie, réservés, voilà. Ce sont aussi des lieux d'affichage de publicité. Après, il y a la publicité numérique, donc ceux dont je m'occupais plus concrètement, les mots-clés, l'achat Google, Yahoo, donc quand on fait les moteurs de recherche, on a des messages publicitaires, vous connaissez tous. Et les bannières publicitaires sur les sites, donc ça peut être sur des sites de jeux vidéo. Quand on parle de jeux vidéo, ça paraît logique, mais on peut aussi communiquer sur les sites de l'équipe pour différentes raisons, sur des MSN, des Orange, enfin. Chaque jeu va avoir ses cibles et donc des raisons de communiquer sur tel ou tel site. Et le troisième grand média de communication, c'est les événements, donc le Montpellier Game, Paris Games Week, le 3, donc ça ce sont des événements qui coûtent quand même beaucoup d'argent, mais qui permettent aussi de parler plus directement avec le public ou avec la presse pour présenter un jeu. Il y en a sûrement bien d'autres auxquels j'ai pas forcément pensé ou sur lesquels j'ai pas voulu insister. Mais voilà. YouTubers. Les YouTubers, là j'ai vu en canard PC, les mecs ils se servent d'eux pour.
lettres. Faire de la pro. Oui, après les blogs, les chaînes. Les chaînes sur YouTube, c'est dans les 100 000 €. Voilà, il y a beaucoup de moyens de communication. On peut faire aussi le street marketing, c'est-à-dire peindre des choses au sol. Il y a beaucoup de moyens de communication. Alors, voilà en gros ma présentation brève. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le marketing? Parce que j'ai vraiment pas parlé de tout. Et donc, Par exemple, nous, en tant que petit studio avec nos moyens, ouais. quels sont les prix par exemple? J'ai envie de faire la home, tout à l'heure tu disais Gameblog, tu étais la régie Freezone de Gameblog, ça coûte quoi de faire la home pendant genre un jour ou deux, je sais pas combien c'est. Alors, une journée, la homepage de Gameblog, concrètement, c'est 3 000 €. 3 000 €. La journée. Et que la homepage. Et vous arrivez à quantifier le nombre d'affichages, en fait, on va quantifier le nombre d'affichages, le nombre de clics estimés. C'est à peu près les mêmes résultats. Ça va dépendre des jeux, des campagnes, donc les résultats vont varier. Après, voilà, ça dépend de la taille du site. Donc Gameblog, c'est 3 000 €. Jeuxvideo.com, c'est entre 15 et 20 000 € la journée. Et juste la page d'accueil. Donc ça dépend aussi de la taille du site, de sa réputation. Si c'est un site plutôt haut de gamme comme Gameblog, Gamecult, c'est des sites qui sont plus chers. Gamecult notamment. Sont des sites plus élevés au nombre d'affichages qu'un jeu actu ou un jeuxvideo.fr qui sont moins chers mais vont compenser aussi par un nombre d'affichages gigantesques. Donc, il y a beaucoup de choses qui se calculent. Il y a combien peut coûter une campagne publicitaire sans révéler de secret. J'ai fait des campagnes à 2 000 €. J'ai fait, je ne dirai pas le nom du jeu, mais vous allez le deviner si vous avez vu mon expérience. Sur l'Europe, un budget à 2,3 millions d'euros pour 6 semaines de communication. Et je parle que d'Internet. D'accord. Sans télé, sans presse, sans rien d'autre. Juste Internet. Par contre, c'est pour un jeu. Le plus gros de celui qui était cité précédemment. Avec Jean-Claude dans la pub. Voilà, c'est ça. Celui-là même. Et est-ce que tu vois des nouveautés qui apparaissent au niveau du marketing, des changements, des choses... Alors, le principe du marketing est d'être innovant en théorie, mais après les annonceurs n'aiment pas sortir des clous parce qu'ils aiment bien ceux qu'ils connaissent déjà. Il y a une innovation à l'école, mais après, il faut faire un marketing. C'est surtout qu'en fait, on se sert beaucoup de ce qu'on appelle le test and learn. C'est-à-dire, on fait une campagne, ça coûte beaucoup d'argent. Pour la campagne suivante, on va garder que ce qui a marché précédemment. Donc, on va réduire les coûts en éliminant ce qui ne fonctionne pas. Quand on ajoute des nouveautés, forcément, c'est des coûts dont on ne maîtrise pas finalement les résultats. Vous estimez beaucoup les coûts c'est essentiel. C'est quand même un poste de dépense très important dans le développement d'un jeu. Et donc on ne peut pas se permettre de dilapider tout l'argent. Je sais pas, il y a des exemples de choses extraordinaires qui sont pas faites. Les formules chez les ateliers sur les sujets. Je peins en mode painting, ça marche. Oui, Sanso a fait beaucoup parler de lui. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a par exemple le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier Call of Duty, mais par exemple les RP ont envoyé aux journalistes un journal avec un écran à l'intérieur en LCD où il y avait la vidéo de démo du jeu. Bon, faut avoir les sous au départ pour faire ce genre de CD. C'est pour ça que quand je dis communication gratuite, c'est vraiment entre guillemets parce que les supports coûtent très cher. Il faut impressionner les journalistes. Si possible, faire parler du jeu, se différencier, de toute façon c'est essentiel. Après il va y avoir des choses plus simples. Comme je disais, dans la rue, il y en a qui nettoyaient les passages piétons pour faire imprimer des lettres en fait, par nettoyage. Donc, ils ne pouvaient pas être condamnés dans le sens où ils ne taguaient pas, puisqu'ils faisaient du nettoyage, mais du coup ils faisaient apparaître le nom du jeu dans la rue. Voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Après, il faut y réfléchir, comment faire. Si je sors un jeu... Quantifié, il y a un mec qui compte. Qui parle de pizza, je peux aussi imprimer sur des
la boîte de pizza, diffusée dans toutes les pizzerias. Et du coup, pour un petit studio indépendant à petit budget, qu'est-ce que tu préconiserais? Qu'est-ce qu'il ne faut pas passer à côté? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Parce que par exemple, il y a des boîtes qui vendent ne serait-ce que des adresses mail pour contacter des gens. Parce que déjà, avoir des adresses, des listings. Voilà, c'est compliqué. Alors oui, ça c'est très compliqué. Quand on peut payer une boîte RP, entre 3 et 5 000 euros, on peut avoir des sociétés de relations presse qui font le travail. Et qui sont professionnels et qui font ça là-dedans. Donc voilà, ça ça peut représenter pour certains des sommes importantes. 5 000 euros dans le marketing, c'est vraiment pas beaucoup. En fourchette, ça rapporte combien d'utilisateurs, combien d'acheteurs? Si les journalistes n'accrochent pas du tout sur le jeu, ils n'en parleront même pas. Donc, et puis les jeux indés, c'est très difficile parce que s'il y a un Call of Duty qui sort en même temps que votre jeu, vous allez disparaître dans la communication. Nous, la réflexion, la dernière réflexion à la con, en fait. On va sortir en même temps que j'étais à ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait personne autour, qu'on n'est même pas sur la même plateforme, qu'on n'est même pas à la même cible, parce qu'il y a la cible aussi, on ne sait pas. On s'est dit pourquoi pas sortir plus ou moins proche de GTA 5. Après c'est peut-être une connerie, mais parce que on a vu le listing de fin août là, c'est la folie. Non mais après il faut faire parler du jeu en amont, c'est-à-dire que donc, le jour de la sortie ça va être dur de faire parler du jeu. Oui c'est sûr, non mais c'est pour ça on se serait placé comme le jeu à 5 € qui sort en même temps que GTA 5. Mais c'est un ninja, c'est très difficile à estimer parce que ça va dépendre. Du coup, par exemple, si on market ça comme ça, on avait dit à Géraud, tu fais une affiche de GTA, mais c'était trop Tenko, et on fait genre, on est le jeu qui sort le même jour, tu vois. Pour faire parler d'un jeu à des sites, à la presse, le mieux c'est quand même d'être pote avec eux, de les connaître et c'est justement le principe des boîtes. Non mais c'est d'avoir un listing parce que genre à Alchemy, là, je sais pas si tu connais à Nantes, il y a Mike qui essaye de dresser une liste, pas exhaustive mais de tout ce qu'il peut de journalistes, donc on lui file qu'on a des adresses, et ça il la mutualise et déjà ça fait une base. Ouais, mais aussi, nous on est indé aussi, on fait aussi comme on peut, et je suis d'accord avec le côté rencontrer les gens sans pour autant être pote. Un investissement que moi je considère très très utile, c'est 500 $ avec Air Transat pour aller à la PAX à Boston ou à Seattle. Airbnb 100 $ la nuit chez un dude qui laisse son appart. Et 100 $ ou 200 $ le pass pour aller à la cafétéria, à la PAX, à la GDC, pourquoi pas. Plutôt la PAX que la GDC, plutôt la GDC que le 3, parce que c'est des salons qui sont plus à la dimension de l'indie. Et là, tu fais un Excel, tu prends des rencarts avec tous les blogueurs, tu essaies d'avoir Polygon, tu essaies d'avoir Kotaku, tout ce que tu peux, mais sinon tu prends les blogueurs et tu passes une demi-heure avec eux à parler de ton jeu. Et les mecs ils vont comprendre tout de suite, parce qu'ils voient bien que tu as envie de montrer ton jeu. Et ça te donne un article garanti, un bon moment, parce que les mecs sont tous cool, on est tous là pour parler de jeu, donc ça c'est génial. Ils passent un bon moment, ils vendent un article parce que au pire, ils n'ont pas trop aimé le jeu, mais ça a été sympa, donc ils disent c'est un bon petit jeu. Au mieux, ça a été la révélation du siècle, alors là, c'est génial. Mais dans tous les cas, ils ne vont pas te casser. Voilà. Et c'est pour moi le meilleur investissement à hauteur de 1 000 €. Et tu as réussi à quantifier, genre, par exemple Polygon, tu les as vus et tu as eu ta review rapidement ou J'ai eu 100% des reviews avec les gens que j'ai rencontrés. Premièrement, c'est ça, 100% des gens que tu rencontres font une review. Deuxièmement, il faut parfois des previews. Troisièmement, on a fait plus de 250 reviews sur tous nos jeux avec ce genre de choses. Alors on ne fait pas que ça, on fait d'autres trucs. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait une autre présentation. Mais avec des budgets assez bas. Et le PR, effectivement, c'est intéressant. Ce qu'on fait aussi, par exemple, c'est des événements. On va essayer de réunir la presse sur Paris, la presse sur Londres, c'est pas très loin. Ça va pas coûter très cher. Voilà, des trucs comme ça. Mais aller à la PAX, c'est cool. Aller à Casual Connect, là, qui est en juillet-août, c'est cool.
aller à ces endroits-là, et puis ça fait des contacts, ça fait des bons moments, ça fait voir l'industrie, il y a plein de trucs qu'on gagne à côté. Maintenant, quantifier, est-ce que mes 1000 € vont être transmettés en vente de jeux, personne ne peut le faire. Non, mais c'est Mais sûr. Non, mais déjà, toi, tu as pu quantifier les reviews. La vraie stat, c'est 100% des gens que je rencontre font un review bonne du jeu. Moi, je préfère payer 1000 € pour faire ce genre de truc que de payer 3000 € sur une page de Gameblog. Ah oui. Parce que c'est pour les grands jeux, en fait. Mais après, voilà, on m'a demandé le prix du page de Gameblog, c'est pas forcément ma recommandation, surtout pour un jeu. Voilà, et je dis, il vaut mieux dépenser, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il vaut mieux dépenser 3000 € dans des mots-clés que dans une belle homepage qui pète, mais qui va pas amener grand-chose finalement derrière, qui va pas rentabiliser le jeu directement. Oui, mais même au-delà des mots-clés, en fait, vraiment discuter avec les gens, c'est bien. Oui. Enfin, aussi. Je ne dis pas le contraire. Non, parce que je me rappelle quand on a commencé Swing Swing, on a parlé juste de nos jeux de Game Jam à un petit blogueur tout pourri qui faisait peut-être, je sais pas combien de vues, mais rien du tout sur son blog. Et ce mec-là, il est devenu rédacteur pour indiegames.com. Et après, on a vu des articles sur nos jeux arriver sur indiegames.com parce qu'il nous avait suivi avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai assez vite compris qu'il fallait vraiment pas négliger les petits blogueurs et justement les youtubeurs dont je parlais tout à l'heure. Parce que même si on a des fois des mal à comprendre les youtubeurs et tout ça, et pourquoi des gens regardent, et c'est vraiment des gens qui, là par exemple, j'ai découvert le gameplay de Plants vs Zombies 2, non pas à travers les sites de jeux, parce qu'ils n'ont même pas testé, ils n'ont pas fait une vidéo, ils n'ont rien fait, c'est sorti qu'en Australie. Par contre, à travers un youtubeur, là oui, et ce matin j'avais une vidéo de gameplay que je vais partager directement, et c'est pas un site de jeu vidéo. La vaste majorité du temps, quand j'achète un jeu, en général, je regarde un let's play avant, histoire d'avoir un peu une idée de ce que ça ressemble. Oui, parce qu'il y a de moins en moins la pub du jeu, forcément, ça a l'air génial dans la pub du jeu, mais oui, dans un let's play, c'est là qu'on va voir les jeux. Sauf les Sorciers Clary, vous l'avez dit. C'est quoi? Sauf le remake de les Sorciers Clary, forcément. J'ai pas regardé de Non, mais en tout cas, le contact humain reste super important. Et on a vachement tendance à l'oublier quand on est sur Facebook, Twitter, et on se dit ah bah il suffit d'avoir un Twitter et ma boîte va être connue. En parlant de Facebook, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé à chaque fois nous font sur notre page, ils nous disent ouais vous pouvez avoir booster votre visibilité. C'est payant en plus. Ouais, c'est 10 €, mais bon, 10 € si t'as un poste. Moi j'ai plein de postes à la con, je sais pas d'où ils sortent. Il faudrait essayer. Suggérer, tu vois. Ouais, faut essayer, c'est pas cher. Non, mais... Moi j'ai essayé cette semaine. Ouais. C'était pas moi. J'en ai plusieurs dans ma petite entreprise qui m'ont forcé. Et en fait, non, je ne crois pas que ce soit rentable. Ça fait des likes, ça fait des. Mais pour l'instant, on n'a pas de chiffres qui peuvent prouver que c'est intéressant. Parce que ouais, je ne crois pas que ce soit à aucun moment quelque chose d'utile. Pas pour décoller. Peut-être pour entretenir, mais là on part tout de suite dans une autre démarche et c'est plus ce que tu as présenté, c'est-à-dire qu'il y a une IP, il y a un budget, il y a quelque chose de massif. Là on est en train de chercher à toucher. On est prêt, on ne regarde pas à 5000 € parce que de toute façon on veut chercher à toucher 300, 400, 500 000 personnes. Et donc c'est plus du tout les mêmes échelles. Nous, en tant qu'indé, on va vouloir cibler une niche. Une niche ça va être 50 000 personnes max. Ces 50 000 personnes-là, c'est pas avec un achat de like Facebook qu'on les atteint. On les atteint en allant toucher les gens qui suivent, les gens qui ciblent, et en faisant aussi un produit qui leur parle. Donc c'est un marketing qui est très différent et c'est super intéressant d'avoir une conversation comme ça, parce que ça ressemble à quelque chose que en tant qu'indé, on ne fera pas. Ça ressemble à quelque chose qui existe, mais qui est pas actuellement ce qui marche pour nous. Je pense. Même à notre niveau, on ne peut pas le mettre de toute façon. On ne peut pas mettre ça en place à notre niveau en tant qu'indé. Il y a des trucs, mais à 3000 € jour, une homepage. Moi je veux bien les peindre des rétrobots sur la comédie. Non, mais voilà, c'est un exemple, je sais, mais. C'est un exemple, mais on ne va pas aller en dessous. En fait.
faire des différences. Si t'as dépensé de l'argent pour une mec, autant aller sur Gamecube. La pub dans ce film-là. Ah mais Gamecube ça sera plus cher que ça. Non mais ce que je veux dire, il y a les relations. On parle de jeux à $70 aussi. Oui. Qui vend des jeux à $70 ici? Personne. On va vendre au mieux à $8. La plupart du temps, ça va être des jeux Steam qui ont un prix de 12 mais qui sont vendus en promo à 2. Ça va être des jeux iOS qui vont avoir un. C'est vrai, c'est comme ça. À Steam, tu vends ton jeu à 2 €. Donc sur iOS, tu vends ton jeu à 1.5. Donc là, on parlait que du modèle jeu payant. Même avec 20 000 views, 60 000 views ou 600 000 views, un jeu vidéo, je sais pas quoi, va convertir en dessous de ton revient avec tes prix actuels. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, Ubisoft, ils mettent Assassin's Creed, ils mettent pas Rayman Jungle en take de. Non mais ils font du pré-roll, ils font beaucoup de pubs quand même. J'en vois pas mal en ce moment. Ouais, après il y a le budget marketing de la marque. C'est quoi le pré-roll? Le pré-roll, c'est les publicités qui s'affichent avant les vidéos. Ah. Ce que vous devez beaucoup aimer. En général, je clique direct dessus pour qu'elle se barre. C'est pas différent d'un jeu comme World of Warcraft qui a souscription, un jeu free-to-play, c'est pas du tout la même. Il y a aussi. Free-to-play, en fait, le marketing c'est complètement différent. Le marketing, déjà, tu vas plus partir sur des régies, sur des affichages de pub où tu vas toi-même gérer quelle régie tu vas choisir. Et tu vas dire, je privilégie celle-là, je fais un essai sur tous, et après je vais privilégier celle-là parce qu'elle a bien marché. Et tu es plus du tout dans le même montant. J'ai géré aussi les campagnes free-to-play. On peut faire des campagnes à 2 000 € par mois. Et free-to-play, c'est vraiment sur la durée. Hein. C'est sur un an, 2 ans, 3 ans. Et après, c'est des bannières simples. Hein. C'est pas les grosses habillages, c'est des petites bannières. Et on va éliminer tous les sites qui ne fonctionnent pas. Free-to-play, le coût d'acquisition d'un utilisateur, c'est environ $1, $1,5 $. Pas chez Freezone. Ça dépend du nombre de. 1 € c'est bien. Voilà. 1 € pour l'acquisition d'une inscription. Attention, sur un free-to-play, 1 € c'est l'acquisition de quelqu'un qui va juste s'inscrire. Donc il ne va pas payer forcément derrière. On est d'accord. Après, il faut réussir. Après, il faut que dans le jeu, il achète. Et il y a des gens qui peuvent dépenser 20 € par mois. Tout à l'heure, au niveau du networking, c'est aussi valable sur le free-to-play. Nous, on fait que des jeux free-to-play. Et si on n'avait jamais rencontré les gens de Google et les gens d'Apple, on n'aurait jamais eu de futur Google Play et Apple. Je tiens à faire un truc aussi. Pour tout ce qui est free-to-play et abonnement, il y a un truc à remarquer. Evan9 a réussi à augmenter de 20% leur taux de rétention en faisant un redesign des vaisseaux initiaux qu'on a dans le jeu. Parce qu'en fait, les gens ils faisaient un trial et en fait, les premiers vaisseaux ils étaient censés être moches pour dire genre c'est les premiers vaisseaux, ils sont nuls, tu vas voir, il y a les meilleurs vaisseaux plus tard. En fait, les joueurs ils arrivaient, ils n'aimaient pas. Et du coup, ils revenaient sur le jeu. Alors, du coup, ils ont fait un redesign de ces premiers vaisseaux. C'est les mêmes vaisseaux dans le gameplay, c'est juste qu'ils sont plus jolis. Ouais. Et en fait, du coup, maintenant, il y a 20% de plus de gens qui prennent un abonnement après avoir tenté le trial. Mais ça, c'est réussir à passer par notre rétention. C'est un truc à savoir, si on fait un jeu free-to-play ou un truc comme ça, t'as pas besoin d'un truc trop nul, parce que si c'est trop nul, bien sûr, et c'est juste visuellement trop nul. Nos jeux sont top, mais oui, ça c'est certain, sinon avec ton free-to-play, t'as pas de rétention et ton coût d'acquisition, si ton coût d'acquisition il est à $1 et qui ne te rapporte pas à la fois de la rétention et de la viralité, ton modèle va bien, en free-to-play. Mais voilà, moi je connais. Et du coup, toi, avec le free-to-play, ce qui te donne le plus de conversion ou d'exposition ou de plus cool, c'est la régie. L'achat d'espace publicitaire, c'est-à-dire qu'au niveau de notre jeu, on intègre tous les SDK possibles et inimaginables qui offrent de l'espace publicitaire. Les Tapjoy. Donc ça clignote de partout. Le jeu, c'est défacé. Mais tu mets juste le SDK en fait. Tu affiches aucune pub. Tu n'affiches pas de la pub. D'accord. Tu mets juste le SDK. Et oui, ça te donne la possibilité à eux de traquer si, quand eux, ils vont afficher une pub ailleurs, si quelqu'un va installer ton jeu. Et là, après, une fois que tu as lancé ton jeu et que tu es prêt, entre guillemets, à faire du marketing, parce que pour moi, pour faire du marketing, il faut être prêt à en faire et être sûr que quand tu vas faire ton marketing, tu vas avoir un retour. Si tu sais que ton jeu est nul, le marketing, il sert à rien.
Toi, par exemple, tu avais commencé par où? Tu avais commencé par rencontrer Apple et Google pour se faire featurer, ou tu as commencé par des régies pour avoir la visibilité Non, nous on commence d'abord par beaucoup en amont avant la sortie du jeu, aller faire travailler notre réseau auprès des gens de Google et des gens d'Apple pour réussir à obtenir des features, ce qui des fois marche, ce qui des fois ne marche pas. Et après, ça crée donc le pic que tu as montré tout à l'heure avec tes cartes là. Et après, tu fais maintenir ce pic avec des coûts d'acquisition marketing. Donc des plus petites sommes, alors ça peut varier entre 500 $ et 1000 $, mais parce que tu as déjà généré avec ton premier pic un peu de revenus. Et parce que tu sais que ton jeu il a de la rétention et tu sais qu'il a de la viralité. C'est-à-dire que chaque joueur, tu sais qu'il va t'apporter au moins 2-3 joueurs. Et là, normalement, ton modèle s'en fonctionne. Mais au début, il y a le networking qui est capital et que tu constitues au fil des années. Alors, avant d'avoir le type de chez Google là, qui s'occupe du featuring, on a fait 4-5 conférences sur Paris. Voilà, on lui a parlé plusieurs fois, il m'a montré plusieurs fois les jeux, on s'est allé voir plusieurs fois. Après, il nous a invités une fois chez Google, et puis voilà. Puis après, un jour, on a eu un featuring, ça a fait 3 millions de téléchargements. Et après, on a maintenu. Donc, tu peux rappeler les titres de tes jeux pour les gens s'ils veulent essayer. Aujourd'hui, on développe un jeu qui est édité qui s'appelle Super Kiwi Castle Run, qui est édité par eSchool Entertainment. C'est une boîte qui fait des jeux Facebook. Donc c'est sur Facebook celui-là? Non, c'est sur Android, sur iPhone, et on est en train de faire la version Canvas. Et après, on a fait Evenel, un jeu sorti sur Android, sur iPhone, qui est en free-to-play aussi. On a fait 4-5 autres jeux. Ceux-là, c'est les plus gros. Et aujourd'hui, on cultive vraiment. Les autres, on les a laissés vivoter. Aujourd'hui, on les laisse tomber. Et aujourd'hui, on cultive le Super Kiwi. On a eu un featuring Apple là. Un mois, je crois. Donc le featuring, il concernait Worldwide ou c'était Europe? Non, on n'a pas eu un Worldwide. On a eu France, Brésil, Belge. Ça a fait quelques centaines de milliers de séjours. Et ça permet de créer une première base d'utilisateurs, de voir comment ton jeu y réagit, de mesurer tes paramètres, et après, tu vois s'il faut continuer. Parce que des fois, il faut dire. Donc ouais, vous avez peut-être des outils de raster pour voir ce qui marche aussi dans le jeu et éventuellement modifier le jeu, ou vous dites on ne modifie pas le jeu. C'est indispensable effectivement avec tous les trackers. Après, chacun utilise ce qu'il aime, hein. Il y a Fury, Analytics, Contingent ou autre. Mais il faut analyser les retours et mesurer tout ce que font les gens. C'est indispensable, sinon tu sais pas. Et du coup, philosophiquement, vous modifiez le jeu ou vous dites c'est le... On part en fait sur des phases itératives où par exemple, tu prends comment il s'appelle, Jetlag Joyride, ils ont mis 9 mois pour que le jeu marche. Mais ils ont fait X mises à jour de réglage pour que les paramètres, différents paramètres qui font que ça s'entretienne une fois qu'il y a eu un gros pic. Comment ils font après avoir fait une mise à jour pour avoir de l'audience, puisque il y a quand même un effet de nouveauté qui crée l'audience au départ, et puis après tu fais une mise à jour. Mais... Alors il y a la nouveauté de ce que tu peux apporter. Il faut quand même à chaque fois apporter une petite nouveauté quand même, une petite correction déjà attendue, un petit effet qui va revenir. Après il faut que ton jeu il soit. Nous on travaille beaucoup pour du social gaming, pour essayer de faire jouer les gens ensemble, etc. Et il faut donner un petit peu quand même quelque chose à s'arranger. Après, aujourd'hui, sur mobile, nous on fait que du mobile, majoritairement. Le Super Kiwi en Canvas, c'est le premier jeu qu'on va faire en Canvas sans doute. Les mises à jour sont automatiques. Tu as les notifs pour rappeler les gens. Tu
fais revenir les gens par le motif, faut bombarder le motif, quoi. En ce moment, il y a des Français là, sur Facebook, Pretty Simple Game avec Criminal Case. Alors là, je peux être sûr que moi, chaque matin, j'ai mes 10 notifications de... Je pense qu'ils ont un taux de propagation de malade. Moi, nous, on avait un peu d'appréhension sur le fait de bombarder les gens de motifs, mais Alors moi, je l'ai pas enlevé, hein, par exemple. Je suis consentant, hein, ça va, pour l'instant. Alors après, t'as ces exceptions, hein, les gens ils ont tellement de motifs qu'ils n'y voient plus rien. Mais bon, il y en a qui ça permet de faire revenir les gens, de les faire adhérer Après, tu sais que le gars il va s'épuiser de toute façon. Du répit d'un jeu, souvent les gens ils jouent pendant quelques temps et c'est là que le paramètre de viralité est capital parce qu'il faut que tu renouvelles ta clientèle avec des gens qui ne connaissent pas le jeu. Donc il faut que tu puisses aussi mesurer pourquoi est-ce qu'un gars il va t'apporter X utilisateurs et comment et par où. Si tu avais faire de la pub pour un game jam dans 2 semaines, Tu fais un jeu pour faire venir des gens. Justement, nous on regarde un peu, on a fait des différents projets, et donc j'ai pu regarder d'où venaient les clics, par exemple, de droite et gauche, etc. Combien de gens qui se sont allés sur la page d'inscription se sont inscrits, etc. Donc c'est assez intéressant pour ce genre de trucs. Mais je trouve que oui, c'est pas annoncer des trucs. Après, je sais pas, tu peux peut-être parler de la presse informatique ou limite jeux vidéo, peut-être Factor News ou des trucs comme ça. Je pense qu'ils sont accessibles les mi-mois de Factor News. Factor News, je le connais personnellement. Et ça coûte rien, les mecs sont à côté, peut-être. C'est la même chose que la sortie de GTS 5, on est en juillet aussi, c'est Montpellier. Il fait chaud. Il y a des touristes, peut-être que les touristes ils veulent faire des jams. Hein. Je sais pas. Tu demandes, tu dis, voilà. Et fais un sujet européen, quoi, en espagnol, en anglais, en français ou en catalan. Ah, mais on l'a fait sur le site du Ludender, on a posté un truc aussi. Et juste après, on a eu la 7day RTS qui est arrivée, donc on avait servi de pause. C'était bien, ouais, genre tu postes le truc et puis genre t'as 12 posts dans la minute qui suit alors que le blog il n'a pas bougé depuis 3 semaines. Tu postes le chat et c'est là que tu décides quoi. Mais pour faire parler des jams, il faut que tu aies un tuteur, il faut que tu aies un doute que tous les développeurs suivent. Un mec qui est hyper vocal, quand il poste un tweet, tout le monde le voit, quoi. Et lui, s'il dit ah, grosse game jam à Montpellier, bravo les talents du Sud, et ben tout le monde va bien. Et le tweet est déjà écrit. C'est ça. Ouais, moi je suis pas très influent, donc ça m'a pas. Mais si, la meuf qui vendait le vin du Sud, là, c'est qui là? Non, mais il faut un parrain, quoi. Il faut un parrain, quoi. Ça prend ça. Prospectus, style. Olive King de Jam, là. Parce que déjà le nom est cool, Funky Tour. Après il y a la Molly Jam, par exemple les jams, Molly Jam, la blague qu'ils ont fait il y a pas longtemps, la Molly Jam, c'est tous les tweets du faux compte de Twitter, Peter Molly 2. Mais ça c'est super. Et du coup ils font une jam. Tu prends Michel. Michel en scène. On va voir Michel. On va voir Eric. La jam. Eric à son échelle aussi. Là on en a fait plusieurs maintenant. Et j'ai pas encore la. Eric il est pas très vocal. Il est pas très vocal, mais par contre il. Ouais, c'est sûr que c'est du marketing. C'est très différent selon. C'est vrai. Par le site donne, elle lance ses tweets. Oh putain, par équipe, je crois qu'on a atteint le point par équipe. J'ai entendu. Je pense qu'on peut faire une pause si vous. Quand on parle de gratuit, entre guillemets, on est combien? Si on met 30 € chacun, c'est bon. C'est genre. Par exemple, l'histoire de gratuit, entre guillemets, est-ce que on va acheter le dîner pour avoir un mix? Ça dépend. Pour parler juste d'une game jam, ça c'est dans combien de temps déjà? C'est le 19. Le 19. Donc dans une période courte, on peut faire du vrai gratuit là. C'est-à-dire il faut avoir quelques contacts, Factor News. Et genre les directs Montpellier et les conneries, je sais pas comment. C'est du local, c'est plus facile de faire parler les médias locaux justement, les personnes qui sont de les rencontrer éventuellement, mais aussi de connaître quelqu'un qui connaît. Voilà, sur Montpellier, il doit y avoir un certain nombre de sociétés à contacter. Il faut au moins dans chaque société contacter une personne clé, faire en sorte que si un quart de sa société en parle.
Voilà. Pendant l'année scolaire, on a l'avantage de pouvoir aller à toutes les universités, on peut les bombarder, on peut dire fais-nous un press release. Ouais, mais là il y a des sociétés, donc Pixlr peut aider, SMJD peut aider, Factor News c'est des locaux qui sont suivis par beaucoup de développeurs. Leur communauté c'est presque que ça, donc ça marche aussi. Je te donnerai mon email, je t'enverrai un contact. Voilà, ça sera plus simple. Et du coup, ouais, je sais pas, par exemple ce matin sur l'après-midi, il y avait deux meufs direct Montpellier et métro là. Les mecs ils écrivent encore pendant les mois de juillet, alors je sais pas ce qu'ils ont à écrire, mais je pense qu'ils sont un peu morts de faim si vous allez vers eux et que vous proposez un truc. Ils sont contents d'avoir une demi-page à fourguer. Non mais ils parlent, je voyais par exemple dans le bureau de Thomas, il y avait la une de Epitech sur Direct Montpellier. Là. Je pense que les gens, ils vont pas tous à Epitech. Ils ont eu cette page, ça leur a apporté. C'est sûr, mais c'est plus pour montrer qu'à Montpellier, il y a des écoles d'ingénieurs. Mais à Montpellier, il y a déjà. Les gens dans le métro, ils disaient ah ouais, j'habite une ville où ils disaient. Après, on est bien que les gens savent qu'on fait des jobs. Là c'est peut-être un peu tard, mais pour les prochaines, pensez au service communication de Montpellier, de la mairie de Montpellier. Les avoir leur en parler régulièrement que Montpellier est une ville qui bouge, ça les intéresse. Et eux-mêmes, ils peuvent, à défaut de mettre sur leur site internet, ils peuvent donner aussi des contacts en interne. Nous, on fait pas de sous, on fait ça juste pour faire plaisir aux gens. Non, mais c'est le but, c'est justement mais que Montpellier sache, que la ville de Montpellier sache qu'à l'intérieur de sa ville, il y a des associations qui se bougent. Elle va avoir normalement envie de l'aider, cette association. Je suis pas de Montpellier. Écrivez des jokes, ça va pas. Donc je pense que ils ont été remplacés. Moi je propose. Voir avec Isis Art aussi, c'est eux qui s'occupent du Montpellier. Je peux donner le contact. Son prénom c'est Guillaume. Guillaume Janet. Guillaume comment Janet. Guillaume Janet. D'accord. Je pense qu'on peut prendre une petite pause derrière, dans les backdoors. Et après on fait l'Unity peut-être technique. C'est quoi une voilà. C'est quoi ah oui, ouais, parce qu'on était là en meeting avec lui. Il s'est barré après 5 minutes, il a eu son prénom, mais pas son nom. Ouais, la société c'est Isis Art.